l'agora des entrepreneurs. L'agora des entrepreneurs. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis Noélie Assobavi Aouma. Dans Agora des entrepreneurs de ce jour, nous allons parler de la place du droit dans les évolutions socio-économiques et politiques. Un concept élaboré sous forme de projet par messieurs Eric Héron, Moni Paki Gideon et Awi Tala, tous juristes de formation, que nous recevons d'ailleurs dans ce studio Jean-Hélène de Radio Métropolis 97.1. Monsieur Eric, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci encore de nous recevoir dans cette édition de Agora des entrepreneurs. Et nous sommes là aujourd'hui pour discuter de la place du droit dans les évolutions socio-économiques et élaborer sous forme de projet, comme vous l'avez dit, qui sera débattu dans le 18 novembre à l'hôtel Sarakawa, la nuit du... Nous allons y revenir. Monsieur Monipaki Gideon, bienvenue dans Agora des entrepreneurs. Nous voulons vous connaître. Bonsoir à tous les auditeurs. Je suis Gideon Monipaki. Je suis juriste de formation et de profession. Je suis régulièrement agent du centre de formalité des entreprises et je suis également le responsable des formalités d'entreprise à la plateforme industrielle d'Adétikopé. Et vous, monsieur Moni... Non, c'est plutôt monsieur Awitala. Monsieur Awitala, merci d'être parmi nous pour débattre de la place du droit dans les évolutions socio-économiques et politiques. Nous voulons vous connaître. Alors, d'abord, c'est moi qui vous remercie pour l'accueil. Alors, moi, je suis juriste au sein d'un cabinet de conseil informatique Cyberprotect basé à Paris et aussi consultant en affaires publiques dans un cabinet aussi parisien appelé Ethos Dupont-Ty. Et nous allons entrer dans le vif du sujet de ce qui nous rassemble en ce lieu. Le droit est l'ensemble des dispositions interprétatives ou directives qui, à un moment et dans un état déterminé, règle le statut des personnes et des biens ainsi que les rapports que les personnes publiques ou privées entretiennent. En français courant, on peut dire que le droit détermine donc un ensemble des normes de conduite. Il détermine ce que chacun peut et doit faire pour que la vie en société soit possible. Monsieur Eric, en tant que juriste, quelle définition pouvez-vous nous donner du droit? Merci madame. Et le droit, en fait, pour dire un peu plus simple, le droit, c'est l'ensemble en fait des relations c'est l'ensemble des règles, et autant pour moi, qui régissent les relations entre les individus. Comme le dit un adage, ubi societas, ubi ius. Il n'y a pas de société sans le droit, en réalité. Donc le droit en fait est au cœur de toutes nos relations, nos interactions. Et c'est ce que nous vivons au jour le jour. Et c'est d'une manière ramassée en fait pour le juriste et pour le profane. Et voici ce que nous pouvons dire du droit. Il existe plusieurs sortes de droits, si je ne me trompe pas. Pouvez-vous nous édifier, monsieur Gideon?
Alors, principalement, dans les facultés instituts de droit, on enseigne deux principales branches du droit. Ce sont le droit objectif et le droit subjectif. Alors, le droit objectif, on présente ce droit comme étant l'ensemble des relations qui engagent les personnes. Maintenant, le droit subjectif, ce sont les prérogatives dont les personnes, c'est-à-dire des individus, disposent et desquelles elles pourront se prévaloir. Maintenant, au-delà de ça, on a la summa-divisio du droit, c'est-à-dire les deux grandes spécialités du droit que sont le droit privé et le droit public. Alors le droit privé, c'est beaucoup plus orienté au niveau des relations interpersonnelles que les individus ont. Et le droit public, c'est beaucoup plus les relations entre les personnes morales de droit public, c'est-à-dire les institutions publiques ou les entités immatérielles. Donc principalement, on peut retenir que nous avons deux sortes de droits pour les appréhender et nous avons deux catégories de droits quand il faut parler des individus qui y sont assujettis. Dans la pratique, en termes d'entreprise, je crois savoir que c'est le droit des obligations qui nous intéresse. Alors, le droit des obligations est une matière de l'ensemble du droit. Donc oui, dans les relations d'affaires, on a entre autres matières le droit des obligations, mais il y a par exemple le droit commercial, qui peut-être est une corollaire du droit des obligations, mais qui a ses dispositions bien plus particulières. Monsieur Awi, pouvez-vous nous parler du droit des obligations? Alors, comme vient de le dire mon confrère, le droit des obligations, c'est ce droit-là qui vient plus, comme le dit le terme obligation, qui vient, je dirais, accompagner les relations entre, je dirais peut-être deux partenaires d'affaires, à plus respecter leur accord de volonté, par exemple. C'est sur la base souvent d'un contrat, quand deux personnes se disent nous souhaitons faire affaire, je t'offre mes services ou bien je te livre certains produits. Je dirais en gros que le droit des obligations vient accompagner les individus. Et quels sont les éléments essentiels qu'on peut trouver dans ces contrats? Alors nous avons le droit des contrats, comme je viens de le dire, je viens de partir d'un exemple. Et aussi, il y a le droit des contrats et plus précisément le droit des contrats spéciaux. Le droit des contrats spéciaux, c'est encore plus précis, plus pointu et qui concerne plus les grandes sociétés, les grandes entreprises qui ont pour objectif d'avoir des gros contrats, etc. Donc, ce que je peux dire, non seulement il y a d'autres dérivés du droit des obligations, mais pour le profane, quand on dit le droit des obligations, c'est précisément ce droit-là qui les accompagne dans les relations d'affaires. L'homme vit en société et pour que cette vie soit possible, chacun doit obéir à un certain nombre de règles. De même, aucun corps social ne peut exister sans une certaine discipline de ses membres. Votre réaction, Monsieur Eric? Quelles sont ces règles? Je disais donc que l'homme vit en société et pour que cette vie soit possible, chacun doit obéir à un certain nombre de règles. De même, aucun corps social ne peut exister sans une certaine discipline de ses membres. Quelles sont ces disciplines et quelles sont les règles qui vont régir la vie de ses membres? Alors, merci madame. Je disais tantôt, je parlais d'un adage, ubi societas ubius, c'est-à-dire pas de société, pas de droit. Je dirais plus que Robinson Crusoe, seul sur son île, n'avait pas besoin de règles juridiques. Mais sa rencontre avec Vendredi a tout changé. C'est-à-dire, là où il y a deux personnes, il y a forcément le droit. Donc ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire. Là où il y a la société, il faut forcément que des règles en fait régissent les actions de toutes ces personnes qui forment la société. Et c'est là où le droit intervient. Ouais. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le droit est au centre de tout. Il n'y a pas cette activité-là où le droit n'intervient pas. Par exemple, on rentre ici, il y a un règlement intérieur. Et on doit en fait se conformer aux règles
qui sont spécifiques à la radio métropolis. Ça c'est un exemple aussi concret. Donc c'est cet exemple en fait qui se déteint sur toutes en fait les activités que l'on mène partout. En fait. Donc le droit en fait c'est le socle, c'est la base de toute relation humaine. Alors, quelle est la place du droit dans les évolutions socio-économiques et politiques, Monsieur Gideon? Alors, je répondais en partant peut-être du fait social de base. L'humain est le fait social de base. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de société quand il n'y a pas d'humain. Alors, si on s'entend qu'il n'y a pas de société quand il n'y a pas d'humain, ce qui veut dire que la multiplicité d'humains crée une société. Et si je me réfère à ce que mon ami Eric a dit, on ne peut pas avoir plusieurs humains qui vivent ensemble sans qu'il n'y ait de règles. Alors aujourd'hui, quand nous prenons notre société telle qu'elle est actuellement, il y a des volontés très éparses, selon que chaque personne, étant une personne dotée de sens et de raison, veuille à un moment imposer sa vision ou sa façon de faire. Alors il faudrait forcément que le droit intervienne afin de permettre à ce que chaque activité de l'homme puisse être encadrée. Alors parlons de l'évolution socio-économique ou politique de notre pays. Nous pouvons nous rendre compte que les activités humaines entraînent forcément des conséquences. Alors, comment est-ce qu'il faut anticiper sur ces conséquences? C'est forcément par la régulation. Simplement, je prends le cas, puisque nous avions commencé avec le droit des obligations, je prends le cas d'un conducteur. Un conducteur doit savoir qu'il y a des règles de conduite. Avant même de prendre le volant, il doit savoir qu'il y a des règles de conduite. Il a forcément appris le code avant de prendre son volant. Mais au-delà de ça, s'il arrivait qu'il enfreignait les règles, il y a forcément des policiers ou des agents de la circulation qui l'interpelleront. Si il n'y a certainement pas d'agents de circulation qui l'interpellent et que par mégarde il cause un accident, il y a forcément la responsabilité civile qui lui sera imputée. Donc ce qui veut dire qu'à chaque niveau, il y a forcément le droit qui s'invite afin de pouvoir encadrer les actions des humains. Alors maintenant, peut-être dans le monde des affaires, le droit s'invite toujours. Parce que il y a les activités qui sont faites, il faut savoir quelle activité est légale, quelle activité ne l'est pas et comment favoriser les interactions entre les personnes par rapport aux activités légales. Donc aujourd'hui, le droit est au centre de toutes les activités humaines. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, responsable des formalités d'entreprise à la plateforme industrielle d'Aléticopédia. Alors, quelle est l'évolution socio-économique et politique que nous pouvons observer au Togo, surtout dans le climat des affaires? Déjà, je vais parler du fait que le Togo appartient à un espace communautaire qui organise le droit des affaires, c'est l'OHADA. Et depuis bien longtemps, c'est-à-dire depuis avant 1997 où l'OHADA a été créé, chaque pays faisait l'effort d'encadrer à sa façon le droit des affaires en son sein. Mais depuis ce moment, on a décidé de mettre en commun les efforts législatifs de 17 pays afin de pouvoir établir un marché commun, un droit des affaires commun. Alors, depuis que l'OHADA est sur pied, il faut dire que le climat des affaires est beaucoup plus sécure, dans la mesure où il y a une sécurité juridique et judiciaire. Pour peu qu'on quitte un pays de l'espace OHADA pour un autre, on est satisfait dans la mesure où on sait que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent et donc on a la même sécurité si on arrivait aussi à aller devant les tribunaux parce qu'on ne s'entendait pas avec quelqu'un. Est-ce que cette connaissance-là est à la portée de tout le monde? Est-ce qu'elle est à la portée de tout le monde? Je dirais a priori oui. Oui, parce que les outils ou les actes uniformes qui ont été mis en place par l'OHADA sont... Moi, je suis vendeuse de tomates. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que je maîtrise toutes ces connaissances-là? Je vais dire directement que toutes les activités ne sont pas obligées d'être régies par le droit des affaires. Ah non, j'ai la possibilité de vendre des tomates en conteneur à un hôtel de la place. D'accord. Là, vous êtes... Il me faut un contrat. Il me faut régler ou bien réguler ou bien entourer, sécuriser mon activité. Alors, mais je n'ai pas cette connaissance-là. Disons déjà que
vos activités en fonction, par exemple, du chiffre d'affaires que vous faites ou de l'étendue que vous faites, l'État vous assujettit à un certain nombre de règles. Par exemple, s'il faut parler du chiffre d'affaires, à partir d'un certain chiffre d'affaires, vous êtes obligé de recourir à des personnes spécialisées dans la gestion comptable ou la gestion financière. Est-ce qu'à PIA ou au CFE, vous avez un outil dans ce sens-là pour aider le citoyen lambda qui ne maîtrise rien? Au CFE, il y a le comptoir qui accueille et qui conseille les opérateurs économiques qui viennent. Et donc, dans les conseils qu'on vous donne, il y a les premières recommandations d'un débutant d'entreprise, mais aussi, on peut faire un suivi, un accompagnement sur le long terme. Alors, déjà, le CFE est une structure autonome de la Chambre du commerce, qui est un outil mis en place par l'État afin d'accompagner les commerçants. Donc, s'il faut répondre simplement oui, il y a un accompagnement qui est offert aux commerçants, quel que soit leur degré d'activité. Est-ce que le citoyen lambda accepte facilement d'être accompagné? Parce que souvent, ils ont toujours peur. Oui, je vais peut-être toucher du doigt la principale peur de l'opérateur économique ou de l'entrepreneur, c'est la peur de la fiscalité. Voilà. Donc quand ils viennent tout de suite, pas le dire. bon je vous le dis, c'est un secret de polichinelle. Quand ils viennent tout de suite, ils ont peur, ils vous disent même qu'ils ont traîné à faire les formalités parce qu'ils craignent d'être imposés. Alors, est-ce qu'il faut qu'il y ait cette crainte? Je crois que c'est un autre débat carrément qu'on va devoir mener dans une autre édition. Mais sinon que les informations, en tout cas, sont communiquées aux opérateurs économiques qui viennent sur place et qui manifestent le besoin. Eh ben moi, j'ai une carte, personne ne m'a approché jusqu'à ce jour. Alors, qu'on vous approche, peut-être, nous n'avons pas de structure peut-être pour contacter. Mais quand vous venez, par exemple, au comptoir, il y a des informations qui vous sont données tout de suite. Et en remplissant, par exemple, les fiches qui sont mises à votre disposition, il y a, par exemple, la partie où il faut choisir votre régime fiscal. Alors, 80-90% des personnes qui viennent n'ont pas grand-chose, ne savent pas grand-chose de ce que c'est qu'un régime fiscal. Donc, on leur explique, on les amène à comprendre ce que c'est que le régime fiscal, par exemple. Et plus tard, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir créé l'entreprise afin qu'il soit en règle avec l'administration fiscale. Donc, toutes ces informations vous sont données quand vous venez au comptoir du CFE. Monsieur Aoui, pourquoi avoir choisi ce concept? Quelle est la place du droit dans les évolutions socio-économiques et politiques? Alors, je pense que aujourd'hui, c'est une thématique qui vient, en tout cas, point nommé, pour répondre à ce besoin-là dont vous venez de parler, d'informer la population et de désacraliser l'information juridique. Nous sommes à notre première édition et l'idée est vraiment d'embrasser pas mal de matières pour que toutes les parties se sentent concernées. Quoi par exemple? Alors, on parlera du numérique par exemple. Nous avons une thématique qui traite du numérique et de ses rapports avec l'administration, la justice et la société en général. Ça par exemple, c'est une thématique qui vient sensibiliser. C'est vrai, nous utilisons le numérique, mais quels sont les garde-fous qui nous empêchent, enfin qui nous recommandent de ne pas poser certains actes ou de les poser en quelque sorte. Et au-delà du numérique, nous allons aussi toucher du doigt les questions politiques. Enfin, les questions politiques, il y aura des experts qui viendront partager leur analyse de la situation politique aujourd'hui. Ce n'est plus un tabou. On en parle et nous profitons aussi de l'occasion puisque on aura pas mal de participants, notamment des étudiants et des professionnels aussi. Alors pour l'étudiant, c'est une aubaine de plus comprendre puisque nous demandons à nos intervenants d'être assez clairs, assez limpides pour que l'information soit bien consommée. Alors, pour revenir à la question primordiale, pourquoi avoir choisi ce thème? Je le disais tantôt, la première édition se veut une édition assez vaste en termes de débat, qui va plus intéresser beaucoup de monde. Donc, je pense que c'est l'occasion d'aborder toutes les questions qui ne sont pas souvent
souvent discuté. Et je rappelle qu'on manque de ce genre d'occasion. Et pour une première édition, on veut vraiment marquer le coup. Pour une première édition, on veut vraiment marquer le coup. Quel est le contexte et la justification concrètement de votre projet? Alors, je viens de frôler, Ouais. de donner une idée de réponse. Le contexte, nous avons aujourd'hui un contexte en termes de climat des affaires qui est en pleine évolution. D'abord, C'est-à-dire? en pleine évolution par rapport à tous les mécanismes aujourd'hui qui sont mis en place aux hommes d'affaires. Et nous avons la question des partenariats publics-privés. Qu'est-ce qui est au fond, qu'est-ce que cette thématique-là nous évoque aujourd'hui par rapport aux engagements de l'État, par exemple. Et aujourd'hui, nous avons aussi la question relative au port autonome de Lomé. Qu'est-ce que ça rapporte? Quelle est l'activité qui aujourd'hui est prônée aussi par l'État? Parce que le gouvernement togolais suit un agenda. Et il y a des domaines spécifiques, par exemple le soja, si je ne me trompe pas. Le soja, par exemple, est un produit phare de l'État togolais. Donc, quelles sont les aides, les subventions ou quels sont les contours autour de la promotion de ces genres de produits? Donc, toutes ces questions seront débattues et les experts qui seront avec nous se donneront le plaisir de nous faire mieux comprendre ces différentes thématiques. Voilà. Donc, pouvez-vous nous donner un avant-goût de ce qui va se passer concrètement au cours de la nuit du droit? Alors, au cours de la nuit du droit, d'abord, c'est un événement qui se fera au moins des tables rondes. Nous aurons au total 4 tables rondes. Nous donnerons la parole aux professionnels du droit pour nous dire en quoi leur activité contribue aux évolutions socio-économiques. Nous n'allons pas discuter là de la question politique, mais il leur sera demandé de vraiment nous expliquer, par exemple, si nous prenons l'avocat, en quoi son activité aujourd'hui contribue à l'évolution socio-économique du Togo. Bon, il peut dire que voilà, il accompagne les clients et il assure les biens du client, etc., etc. Et il y aura des juges qui aussi nous diront au moyen de leur office de juge comment eux aussi à leur niveau ils contribuent à l'évolution socio-économique. Selon vous, quand on parle d'un avocat, oui. Quelle image, quel impact cela a sur le citoyen lambda, un avocat, dans ses affaires? Quel impact? Dans la société, non. Vous voulez dire? Un citoyen lambda, okay. On lui parle d'avocat, de se référer à un avocat okay. dans ses activités. Exactement. Il ressent quoi? Alors, je pense que d'une façon générale, quand on prend l'avocat, on voit quelqu'un qui réclame de gros sous. Exactement, de gros sous. Voilà, vous l'avez dit, je ne voulais pas être assez. Alors, il réclame de gros sous. Alors, je dirais non, pas forcément de gros sous. Tout dépend de l'enjeu du dossier. Tout dépend de ce que nous voulons gagner derrière notre procédure. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit plus d'aller vers le mode amiable de règlement différent pour ne pas, parce que vous savez, la justice étatique, elle traîne beaucoup. Ce n'est pas seulement au Togo, c'est dans tous les pays. Donc, alors, dire à quelqu'un d'aller vers un avocat, on vient de le dire, c'est comme aller lui dire de vider son compte bancaire. et moi, je dis, ce n'est réellement pas ça. Parce que l'avocat est aussi là pour discuter. C'est vrai, il y a les honoraires qui est bien plafonné par l'ordre des avocats. Ah bon, mais ça, ce n'est pas la connaissance voilà. de tout le monde. Moi, voilà. Par exemple, je ne le sais pas. Voilà. Parce que pour moi, chaque fois quand je dois aller chez un avocat, avant de lui soumettre mon problème, combien tu vas prendre? C'est pour savoir si je peux poursuivre exactement, ou pas.
Exactement. Donc, j'ai toujours besoin de savoir combien il va prendre. Exactement. Mais généralement, ils disent non, c'est rien, dis-moi de quoi tu as besoin. Et à la fin, on verra. Voilà. Et à la fin, la facture parfois est un peu salée. Voilà. Je pense que l'avocat doit être comme un ami et où nous allons rentrer dans une relation où nous discutons, on expose notre situation et en fonction de nos moyens, il accepte ou il n'accepte pas prendre notre affaire. Donc je pense que c'est plus cela. Il ne faut pas tout de suite craindre l'avocat et c'est aussi un humain comme nous qui a toutes ses facultés, qui comprend nos besoins et surtout qui comprend qu'on veut avoir justice. Bon, revenons à l'essentiel. Et l'évolution, dans le rôle que va jouer l'avocat dans l'évolution. Dans les évolutions socio-économiques voilà. et politiques. Je vais prendre plutôt le volet socio-économique. Alors, l'avocat aujourd'hui n'est pas seulement quelqu'un qui va plaider devant un tribunal et dire que non mais voilà, il y a mon client veut ici, veut ici. Certes, il intervient sur ce domaine, mais il y a encore plus d'aspects qui ne sont pas révélés. Une entreprise, par exemple, peut associer ou bien peut solliciter un avocat dans le cadre d'une négociation d'un contrat, par exemple. En cela, il contribue à ce que l'entreprise, en réalité, négocie un contrat sans enfreindre les règles ou bien les dispositions qui sont définies peut-être par le commerce international ou peut-être, comme vient de le dire mon ami, la zone OHADA. Voilà. Non seulement il peut négocier, il peut faire le suivi. Par exemple, il peut dire il y a des entreprises qui délèguent leur service juridique au cabinet d'avocats. Donc, il ne va pas forcément plaider, juste qu'il suit tout ce qui est conformité, réglementation, etc., etc. Et il est souvent en relation avec les avocats de l'autre partie. Donc, en cela, il assure la sécurité, je dirais, juridique des biens de l'entreprise qu'il représente. Voilà. Maintenant, au-delà de cet aspect, il faut aller plaider aujourd'hui une matière aussi qui fait beaucoup bouger, qui fait aussi beaucoup parler, l'arbitrage. Un avocat qui s'intéresse à l'arbitrage peut, ça ce n'est pas la justice étatique, c'est encore un moyen qui est beaucoup plus rapide, où les hommes d'affaires, bien les grosses sociétés. Justement, que pensez-vous de la maison de justice au Togo? La maison de justice au Togo, je crois. Monsieur Héron. La maison de justice au Togo. D'après ce que tu as quartiers. Oui, oui. Que pensez-vous de la maison de justice au Togo? Parce qu'il a parlé de règlement à l'amiable. Non, mais comme lui, il est au bout des vies, que toi tu es local, donc... Il est local, vraiment. Merci, hein, merci madame. Vous parlez de maison de justice. Monsieur a soulevé une situation qui est générale, en fait, c'est la lenteur en fait, dans les procédures judiciaires. Ce n'est pas un secret parce que, en réalité, on est parti du constat selon lequel en fait les tribunaux sont vraiment sollicités. Donc il faille arriver à un certain moment de décentraliser. Donc c'est dans cette optique-là que les maisons de justice ont été créées dans le but en fait de désengorger les tribunaux parce qu'il y a certaines affaires qui sont de moindre importance, c'est-à-dire les affaires moins de 1 million, vous voyez, vous allez traîner peut-être à la justice et comme il a dit, bon, vous pouvez commencer la procédure, et ça peut faire 6 mois, 1 an. Et alors que vous pouvez rapidement vous référer à la maison de justice qui est de votre zone territoriale et vous réglez le problème aussi rapidement. Donc ça rentre en fait dans le cadre en fait, des évolutions socio-économiques parce que non seulement ça, il y a l'individu qui est pris en compte, il y a aussi l'économie de l'individu qui est prise en compte. Et si jamais je n'arrive pas à trouver satisfaction dans cette maison de justice, je fais quoi? Et vous savez, le droit, le droit, je dirais en fait, le droit ne tient pas compte de la personne. Il y a un litige qui est là. Il y a des règles en fait qui sont là. Donc on verra conformément à votre litige là, quelles sont les règles qui doivent être appliquées.
Donc, c'est ce qui sera fait. Et dans tous les cas, il y aura une personne qui va gagner, il y aura une personne qui ne va pas Quand gagner. on parle de maison de justice, est-ce Oui. que c'est le droit coutumier ou c'est le droit, le grand droit qui va s'appliquer là-bas? C'est le personnel. Il dira quel droit là-bas. Il parlera de quoi exactement, puisque c'est à l'amiable. Est-ce qu'il faut faire intervenir la jurisprudence, il faut faire intervenir le droit coutumier, il faut faire intervenir, je ne sais pas, vous êtes juriste. Oui. En fait, les sources du droit sont toujours conjuguées, même au tribunal. Arrivé à un certain moment, et peut-être l'affaire, si l'affaire est un peu corsée, on peut faire recours en fait aux règles coutumières, à la coutume par exemple. Vous voyez, et on peut aussi faire recours en fait à la jurisprudence, comme vous l'avez dit. Il y a aussi les règles morales également. Donc en fait, ce constat-là, ou bien tout cet arsenal est aussi pris en compte au niveau de la maison de justice. Donc, étant donné que ce sont des sources du droit, et si en fait les affaires nécessitent et l'implication de ces sources-là, ils seront facilement utilisés. Oui, là, mais je n'arrive pas à être satisfait. Est-ce que j'ai d'autres recours? D'autres recours? Oui, après d'être passé devant le personnel de la maison de justice. Ah, d'accord. Oui. Monsieur Gideon. Bon, je vais peut-être répondre très simplement. Oui. Il faut dire que le recours à des prestations de tribunal sont organisés en 2 degrés de juridiction. On le dit généralement, nous avons 2 degrés de juridiction. Le tout premier degré de juridiction, c'est le tribunal. Le second degré de juridiction, c'est la cour d'appel. Et maintenant, nous avons la Cour suprême au Togo, qui est une juridiction qui statue plus tard par rapport à la décision de la cour d'appel. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? La maison de justice, en réalité, ne se substitue pas au degré de juridiction. Mais c'est en fait pour apporter un assouplissement au recours des tribunaux, surtout aux populations qui peut-être n'ont pas les grands moyens. Parce que recourir à un tribunal, c'est avoir un avocat, c'est avoir un dossier solide, c'est, comme il a dit, attendre, et cela implique énormément de pertes, autant de temps que d'argent. Mais quand vous recourez par exemple à une maison de justice, on vous trouve certainement une solution grâce à une médiation, plus généralement, et certainement que vous pouvez avoir en tout cas une solution à l'amiable. Mais si vous n'êtes pas satisfait de la solution qui vous a été proposée à la maison de justice, vous pourrez très facilement rester en justice. Parce que ce n'est pas une décision finale qui a été décidée. Parce que même quand vous passez au tribunal, la décision du juge du tribunal n'est pas une décision finale. Vous pouvez toujours contester cette décision. Donc oui, vous pouvez continuer aux voies des moyens de recours que vous avez, saisir les tribunaux ou la cour d'appel plus tard. Merci. La nuit du droit. Il s'agira donc au cours de la nuit du droit de souligner le rôle essentiel des acteurs juridiques dans la présentation de l'état de droit, la promotion de la stabilité juridique. Monsieur Aoui, dites-nous, quels sont les objectifs spécifiques de votre projet? Alors, les objectifs spécifiques de ce projet. D'abord, comme on le disait tantôt, le droit, je crois, c'est une opinion personnelle, est mal promu au Togo. Pas mal promu, mais un peu promu au Togo. Et du coup, cette initiative vient dans un premier temps de revendiquer une place du droit à Lomé, ou plus au Togo. Et aussi, quand nous prenons au niveau de la zone Ouada, on veut aussi affirmer une certaine marque pour dire qu'aujourd'hui, le Togo aussi est engagé dans la promotion du droit par le biais de la désacralisation, je viens de le dire tantôt, de l'information juridique, l'accessibilité de l'information juridique. Et dans un second temps, je dirais que la nuit du droit vient donner une plateforme aux professionnels d'exposer
toutes les réalités qu'ils vivent au sein de leurs offices. C'est-à-dire que on peut avoir un juriste d'affaires, on peut avoir un juriste publiciste qui vivent des réalités différentes. Donc c'est une plateforme qui va permettre à ce que ces professionnels viendront exposer tout ce qu'ils rencontrent en termes d'actualité, en termes de nouveautés, en termes de défis, pourquoi pas. Maintenant, je dirais, dans un troisième temps, les étudiants. Les étudiants ont l'occasion pour rencontrer peut-être un avocat. Si je prends l'exemple de notre parrain, Maître Akere Bourou, manque d'occasion pour rencontrer par exemple Maître Akere Bourou, comme ça, enfin, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut rencontrer aussi dans la rue, essayer d'échanger avec lui. Du coup, ça vient justement donner l'occasion aux étudiants de rencontrer ces grands acteurs qui façonnent la vie juridique au Togo. Et pourquoi pas, au fil des discussions, peut-être avoir un stage, pourquoi pas, ou avoir une opportunité d'embauche. Donc, pour nous, ce sont ces trois grandes idées. Mais maintenant, au fond, nous avons aussi quelques idées. Peut-être faire la promotion d'un sujet particulier. Aujourd'hui, on parle du numérique qui est très sensible. Nous voyons aussi les efforts du gouvernement pour promouvoir aujourd'hui tout ce qui est numérique à travers le ministère de l'économie numérique, etc., etc., etc. Donc voilà en gros, ainsi présenter les objectifs spécifiques de notre initiative. L'intelligence artificielle semble devoir gouverner tous les aspects de nos vies quotidiennes. Le droit ne fait pas exception. Et la transformation numérique devient une question majeure pour les juristes. Monsieur Guidéon, selon vous, quel est l'impact du numérique sur le système juridique au Togo en particulier et dans le monde en général? Alors, je vous remercie pour la question. Je crois que la question elle est très bien posée, très bien formulée. Et la formulation même me permet de répondre au cas par cas. Je vais peut-être toucher du doigt le système juridique togolais relatif au commerce. Aujourd'hui, au Togo, nous applaudissons les exploits qui ont été mis en œuvre par le ministère de la Justice afin d'aboutir à une dématérialisation, une digitalisation des activités du tribunal de commerce. Alors, pourquoi est-ce que c'est appréciable? Nous l'avons souligné. Devant les tribunaux, on perd énormément de temps. Et ce temps est souvent perdu, peut-être par rapport aux tracasseries administratives. Et nous savons tous que les tracasseries administratives sont créées peut-être par la constitution du dossier, l'archivage, les confusions. Et aujourd'hui, quand on se rend compte qu'une administration qui gère le judiciaire est aujourd'hui entièrement digitalisée, c'est un effort très louable. Maintenant, au-delà de cela, il y a énormément d'efforts qui sont faits afin d'accorder aux citoyens togolais la possibilité d'exploiter le numérique. Aujourd'hui, on peut avoir manqué de beaucoup de choses, mais dans chaque maison, nous avons au moins quelqu'un qui a un téléphone portable. Alors, avoir un téléphone portable, c'est avoir une porte d'entrée sur le monde en général. Et tout est fait aujourd'hui pour que ces personnes qui ont les outils numériques puissent accéder très facilement aux activités de quelques gens. Alors moi, je travaille pour une institution qui a été une des pionnières dans la dématérialisation de ces activités, le CFE. Il y a aujourd'hui l'OTR qui aussi a dématérialisé énormément de ces activités. Et nous voyons que progressivement, le numérique gagne l'administration togolaise et donc le ministère de la Justice ne pouvait pas être du reste. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que progressivement, la numérisation gagne tous ces aspects. Les outils de la nouvelle technologie de l'information et de la communication permettent à la fois d'améliorer les pratiques anciennes, mais aussi de faire émerger un monde nouveau en quête de création des valeurs. Quelles sont selon vous, Monsieur Eric, ces valeurs?
Je disais donc que les outils de la nouvelle technologie de l'information et de la communication permettent à la fois d'améliorer des pratiques anciennes, mais aussi de faire émerger un monde nouveau en quête de création de valeurs. Quelles sont ces valeurs selon vous? Alors, merci madame pour la question. Et aujourd'hui, le constat il est là, hein, comme le disait tantôt monsieur Gideon. Et le numérique a gagné du terrain, si je peux le dire ainsi. Et qu'est-ce que le numérique promeut aujourd'hui ou bien apporte? En fait, c'est en premier lieu une facilitation. La facilitation de toutes les activités. Aujourd'hui, on peut facilement communiquer avec nos proches et en France, en Côte d'Ivoire, par exemple. Bon, ce sont des exemples. Et ce qui n'était pas le cas quand nous essayons de retourner un peu en arrière. Ce sont des lettres, des facteurs, on appelait par avion. C'était ça en fait la réalité. Les télégrammes et tout, le fax. Après c'était télé, c'est voilà, et vous envoyez un message et le temps que ça met en fait avant que votre destinataire ne le prenne. Que le télégramme était coûteux, c'est extrêmement par mot ou par lettre qu'on faisait les calculs. Donc il y a ce premier, ce premier aspect là qui est la facilitation. Et le second aspect en fait je dirais que c'est un brassage en fait et une connexion, une interconnexion qui est facilement développée aujourd'hui avec le numérique. Et monsieur Gideon avait donné certains exemples. Moi j'aimerais ajouter en fait par exemple la Caisse nationale de sécurité sociale aujourd'hui qui fait aussi un très grand boulot. Il y a le secteur bancaire aussi qui n'est pas à négliger. Aujourd'hui avec les histoires de banque digitale, banque en ligne, aujourd'hui on peut être de loin, faire les activités et tout. Nous avons aussi Mais qu'est-ce qui a favorisé ça ici au Togo? Qu'est-ce qui a favorisé l'évolution du numérique dans le secteur bancaire, dans le secteur de la santé et autres? Oui, ce qui a le plus facilité, en fait, c'est parce que le monde aujourd'hui va vers le numérique. Il y a eu Covid. Ah d'accord. Ah oui, bon. Bon, en fait, la digitalisation avait commencé, mais je dirais que le Covid est venu accélérer en fait cette digitalisation-là. Parce qu'avec le télétravail, par exemple, c'est ce qu'on n'avait pas vraiment connu de par le passé. Donc, je parle de notre exemple ici au Togo. Et avec la Covid, comme vous l'avez dit, donc la Covid aussi a été un point positif. Si je peux le dire, un point positif dans le développement socio-économique. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui d'évolution socio-économique sans faire un clin d'œil à la Covid, même si... Monsieur Gideon, parlez-nous des valeurs. Alors, moi, déjà, quand on a parlé de valeurs, je pensais à la liberté d'expression. Aujourd'hui, pour être c'est pas ce qu'on appelait avant les leaders d'opinion. Aujourd'hui, pour être leader d'opinion, on n'a pas besoin de militer longtemps dans une association. Il suffit de prendre votre téléphone tout de suite, de lancer un direct sur un réseau social et puis, vous ferez les adeptes qui vous suivront. C'est un danger. Oui, ça reste un danger. Mais avec les influenceurs des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'un monsieur se lève, il fabrique lui-même son information. Voilà. Alors, et il suffit d'avoir, comment on appelle ça, le pouvoir rhétorique pour amener toute une foule, toute une population vers entre griffes. Voilà. Alors, c'est tout à fait réel, mais je ne souhaiterais pas que les vices prennent le pas sur la vertu. Donc vous allez sur le côté positif. Oui, voilà, oui, je préfère recourir aux vertus. Ouais. Parce que pour moi, la liberté d'expression est... En tout cas, ça se retrouve énormément dans la numérisation. Parce que pour faire simple, déjà, pour avoir l'occasion d'avoir la possibilité de passer devant un média
pour véhiculer peut-être un message qui reste très positif, très vertueux. C'était des tractations énormes, c'était énormément de tracasseries. Mais aujourd'hui, je prends l'exemple même de nos activités que nous faisons par rapport à la nuit du droit. Nous communiquons très facilement grâce aux médias sociaux. Alors, supposons que c'était dans le cadre de la défense d'un intérêt quelconque ou d'une valeur quelconque, ça aurait été très intéressant. Aujourd'hui, nous avons vu, je ne vais pas faire de la politique, mais nous avons vu tout ce qui se passe dans la sous-région par rapport au mouvement politique qui se passe. Et je vous le dis très clairement, c'est grâce aux réseaux sociaux que ça fait l'effet que ça fait aujourd'hui. Donc, ça reste une grande vertu qu'il faut reconnaître au numérique. Alors, au-delà de ça, je pourrais peut-être prendre le cas de l'éducation. Aujourd'hui, c'est très facile d'apprendre grâce au numérique. Moi, par exemple, j'ai suivi plusieurs formations qui en ont ajouté énormément à mes compétences, mais en ne quittant pas ma maison. Une grande partie de mon parcours de master, je l'ai fait en étant à la maison parce que, comme vous l'aviez dit, nous étions dans la période de Covid. Alors, ça n'a pas réduit la qualité de la formation. Au contraire, ça nous a amené à chercher beaucoup plus. Donc oui, aujourd'hui, l'éducation est énormément impactée par le numérique. Alors, les activités commerciales, comme il l'a dit, aujourd'hui, c'est très facile de faire du commerce en ligne grâce au numérique. Et aujourd'hui, le poids ou l'importance du chiffre d'affaires que les gens font grâce au commerce en ligne, ça s'accroît. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des chiffres actuellement. Néanmoins, l'importance va au point où il existe une fiscalité des activités de commerce en ligne. Alors si le législateur a pensé à cela, cela veut dire qu'en fait, il y a de grosses retombées dans lesquelles elle voudrait se servir aussi. Donc voilà en tout cas ce que je crois être des valeurs. Au-delà de l'impact positif de l'intelligence artificielle sur les métiers du droit, qui est une évidence, présente parfois des inquiétudes. Selon vous, monsieur Aoui, quelles sont ces inquiétudes? Alors, je vais aller dans le sens opposé donc de mon ami Gideon. Aujourd'hui, enfin pas plus que la semaine dernière, j'étais avec les étudiants de UCAO où je me disais, je venais faire une mission d'éveil de conscience parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois qui sont menacés. Je prends d'abord ce domaine-là parce qu'aujourd'hui vous avez des applications ou bien des logiciels qui peuvent en moins de 5 minutes vous rédiger un contrat. Et c'est très dangereux. Oui, avec les ChatGPT. Bon, ça nous allons en venir. Mais par exemple, nous avons en France, il y a un logiciel qui s'appelle DigiTrust qui, tout à l'heure, en moins de 5 minutes, vous propose un contrat. C'est-à-dire que ça fait peur. Et le juriste d'entreprise, il est où maintenant? On se pose des questions. Oui. On se pose des questions. Et surtout qu'on a la possibilité de faire des contrats sous un privé. Exactement. Maintenant, pour aller un peu plus loin, pour parler de ChatGPT maintenant, il y a des élèves qui on donne un devoir à la maison. ChatGPT, en moins de 3 minutes, c'est prêt. Ils font copier, coller, ramassent. Et parfois même ne font pas attention avec les mots de ChatGPT, envoient le devoir et tout de suite ils se font griller. Donc à ce niveau-là, au niveau de l'éducation, ça rend plus les enfants paresseux. Et c'est un gros danger. Maintenant, pour revenir aux emplois, avant nous avons ce qu'on appelle les archivistes. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut en 2-3 clics classer des dossiers. Et la place de l'archiviste aussi est maintenant exactement. Et vous avez des logiciels, par exemple, on les appelle les contratech. Il y a de grosses entreprises qui aujourd'hui
en fonction des priorités, classent des contrats et ils ordonnent en fait le logiciel. Quand le contrat parle de tel nombre de chiffres d'affaires, de tel nombre de produits, ça va directement dans ce lot. Et on n'a plus besoin de 2 personnes pour le faire sur une seule personne et c'est bon. Et c'est très dangereux. Alors, quels sont les défis et les enjeux de cette transformation du système juridique? Alors, les défis aujourd'hui, je dirais, il faut d'abord comprendre l'évolution du numérique. Il faut s'adapter aux réalités. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je crois. Et comme je le disais aujourd'hui, pour revenir, puisque c'est très important pour moi, l'emploi. Et il y a beaucoup d'emplois qui se créent aujourd'hui, bien qu'il y ait d'autres qui sont en péril. Par exemple, aujourd'hui, nous avons le métier de juriste délégué à la protection des données. C'est un métier qui vient à point nommé justement pour renforcer tout ce qui est mis en place pour que les entreprises aujourd'hui n'exploitent pas les données à caractère personnel des individus. Il n'y avait pas ce métier avant. Il y a aussi aujourd'hui le métier, par exemple en banque, on dit le conformiste. Le métier, enfin, nous avons des chargés de conformité qui aujourd'hui sont en train de travailler à ce que, par exemple, la banque prenne des dispositions qui sont conformes avec la zone dans laquelle ils travaillent. Donc ce sont des métiers qui n'étaient pas là avant, mais qu'aujourd'hui, le numérique, dans ces différentes branches, permet à ce que des personnes aient un emploi aussi. Ça, c'est le côté positif. Maintenant, comme moi je le dis, il faut se faire former. Il faut se faire former pour suivre le rythme, pour suivre l'évolution des impacts qui sont laissés par le numérique. Et c'est très important. Et l'autre côté aussi, c'est que l'évolution, oui, mais non, il faudrait qu'on voit le côté positif. Le côté positif, c'est que il y a aussi des formations, comme Gideon le disait tout à l'heure, les formations qui sont accessibles. Mais aussi, le problème aussi, c'est que nous ne savons pas, je ne peux pas dire nous ne savons pas, il y a des jeunes qui ne se donnent pas la volonté d'aller vers cette information. Ils ont d'autres priorités. Donc, je pense que la mission aujourd'hui, c'est de drainer la population ou bien d'amener la population à toucher du doigt ces outils qui sont bien adaptés pour être en phase avec l'évolution numérique. Et les défis à relever. Bon, les défis à relever, je pense qu'il y a un gros défi, c'est l'accès à la connexion Internet. Parce qu'on parle de numérique, il faut le carburant pour avoir accès. Exactement, pour moi c'est le plus grand défi. Parce que bon, si on fait, je veux pas faire un distinguo, mais chez nos voisins, c'est vrai qu'on ne vit pas les mêmes réalités, mais l'accès à la connexion est beaucoup plus facile. Et en termes de coût, c'est abordable. Maintenant, il y a la connexion, peut-être que... Il faudra qu'on lui coupe la parole, n'est-ce pas? Quand il dit que c'est abordable. Non, mais par exemple, je donne un exemple, peut-être que tu vas mieux te situer. Au Bénin, par exemple, la connexion me dit le 1,5 giga est à 1000 francs. Et je pense qu'ici c'est à 1500. J'étais au Bénin la semaine passée, j'ai pas payé ça. Tu n'as pas payé ça? Non, j'ai payé plus cher. Plus cher. Moi, ça dépend du réseau. Parce que moi, j'étais avec un ami béninois au Lomé Peace and Security Forum. C'est un béninois. Il m'a dit c'est abordable. Pour la petite histoire, moi j'ai vécu une situation que je n'oublie jamais. J'allais chez un parent à Cotonou et vu que Cotonou a évolué par rapport à ce que je connaissais avant, et donc j'avais du mal à me retrouver. Et je m'arrête à un truc de téléphone et j'appelle mon parent et il m'explique comment faire, par où passer. Et comme je ne me retrouvais pas, il dit attrape un Zimijaman et passe sur le téléphone. Et donc j'avais le combiné toujours en main, je regarde, il n'y a pas ça, je l'arrête. J'ai dit
prends le téléphone, mon cousin, il va t'expliquer là où je vais aller, toi tu seras devant moi. Et donc, on lui a expliqué tout et tout. Et à la fin, disons, j'ai fait plus de 10 minutes en tout cas. Et à la fin, je demande, ça fait combien? Il m'a donné un montant. Pour moi, ici à Lomé, avec une cabine téléphonique, ça devait avoisiner 2000, 2500 euros. Et il m'avait donné un montant en dessous de 1000 francs. À l'époque. Et j'ai dit, quoi? Et la personne s'est énervée. Oui, depuis ce temps-là, tu as téléphoné, tu as appelé un passant qui a téléphoné aussi, et tu es là à être étonné. Je ne voulais pas lui faire savoir que de là où moi je venais. Là, c'était un étonnement positif. C'était un étonnement positif. Mais bon, là, il y a longtemps, je ne suis plus allé à Cotonou, donc je ne peux pas comparer les prix. Allez-y, monsieur. Tu as quelque chose à me dire? Non, mais s'il y a une information. Non, ben je voulais en fait faire cas d'une décision de l'ARCEP tout récemment en fait qui sommait en fait les opérateurs, oui, de téléphonie à revoir à la baisse les prix. Et c'est la décision que je suis en train de chercher où j'ai aimé en fait la démarche de l'ARCEP où ils sont partis des exemples du Ghana et du Bénin. Et pour dire que dans la sous-région, en fait, nous avons le coût le plus élevé de communication. Je vais tout le temps à Cotonou. Ce que j'utilise là-bas quand je reviens à Lomé, je ne veux pas aller dans les détails. Ça n'a rien à voir. Non. Bien que maintenant, en fait, comme vient de le dire Gideon, en fait, c'est plus comme avant. Il y a eu le coût a un peu élevé, hein, mais pas par rapport au Togo. Je parlais du coût de la connexion avant et maintenant, bon, il y a eu une légère modification. Mais ça reste un défi, je crois. Ouais. Ça reste un défi, je pense. Un défi à relever. Vraiment un défi quand on sait qu'il y a un problème en ce moment. Moi, je qualifie de problème pour les Wi-Fi zones qui permettaient à toute personne avec un 200 francs. Aux grandes mères qui passer du temps sur TikTok. C'est très intéressant et enfin là où c'est intéressant, c'est se rendre compte qu'en fait le droit s'invite en fait dans tout ça. Parce qu'il a parlé du cas de l'ARCEP. Aujourd'hui, l'ARCEP est devenue l'autorité de régulation de tout cela. Il y a peut-être 5-10 ans auparavant, on ne pouvait pas imaginer que les opérateurs de téléphonie sentent de la... Exactement. Ils étaient tellement libres, ils décidaient de ce qu'ils voulaient par eux-mêmes. Mais aujourd'hui, quand ils sentent qu'il y a une pression derrière eux, ils prennent compte beaucoup plus des besoins du consommateur. Bon, on n'est qu'au début, on espère qu'à la longue, les efforts vont continuer à cela. La fonction du système juridique qui consiste à s'assurer que les normes édictées sont effectivement mises en œuvre est parfois dévolue à des technologies numériques, fait que il ne s'agit plus seulement de préparer l'intervention des professionnels du droit, mais il s'agit de quoi concrètement pour vous, Monsieur Aoui? Alors, de quoi concrètement? C'est-à-dire que selon vous, il s'agira de quoi pour faire évoluer la place du droit? Alors, pour moi, pour faire évoluer la place du droit, c'est aujourd'hui faire en sorte que dans l'assentiment de la majorité, on ne prenne pas le droit comme un ennemi. Je pense que c'est ça a priori. Parce que quand on dit tout à l'heure droit, on a peur. Déjà, il faut voir l'université de Lomé. Dans les discussions, on dit moi je ne veux pas faire le droit c'est trop dur. Déjà c'est ça. Il y a la conception, je pense qu'on doit enlever des stéréotypes. Et aujourd'hui, heureusement, il y a ce qu'on appelle, parlant en tout cas de l'évolution du numérique, il y a tout ce qu'on appelle la legal tech, qui est un outil aujourd'hui qui permet de simplifier l'information juridique. Par exemple, on peut passer par des schémas, par des dessins, pour simplifier l'information juridique. Et ça, moi j'ai essayé de voir un peu en France, c'est très bien réussi.
crois qu'il y a aussi des choses à revoir, mais à ce niveau-là, je pense que c'est très intéressant. Quand le prof il donne son cours, par exemple, l'étudiant prend le cours en 2-3 mouvements avec les outils de la Legal Test. Il arrive à simplifier le cours de peut-être 50 pages en 10 pages et partage avec ses amis. Donc, je pense que ça a été utilisé aussi. Est-ce que c'est le cas ici Oui. au Togo? Oui. Je voulais partir sur l'exemple du professeur Ayoadan qui faisait des bandes dessinées. Oui, en collaboration avec Exactement. Monsieur Avignon, Exactement. enseignant-chercheur. En fiscalité. Exactement, qui parlait des arrêts en droit. Et rapidement, l'étudiant comprenait que c'est ce qui s'est passé dans l'arrêt. Et il comprend la décision de justice. Et ça passe très vite. Une décision de justice, c'est au moins 5 à 10 pages. Et ça fait peur. Quand vous voyez en même temps au nom de la République, ça fait peur. Mais en une seule page, caricaturée, tout de suite l'étudiant comprend ce qui s'est réellement passé et quelle a été la position du juge. Oui, je vais ajouter quelque chose. Pas plus qu'hier ou ce matin, j'ai encore vu une des publications de Monsieur Avignon concernant l'enfant. Et où, comme il a dit, en fait, c'est à base des images. Et en fait, tout ce qui est droit des enfants a été évacué. Donc, quand vous prenez juste, vous agencez ces images-là, vous avez en fait une idée générale de tout ce qui est véhiculé. Donc, bon, c'est une réalité en fait qui est vécue aussi, heureusement. Donc, simplifier l'information juridique. Est-ce que sur le marché du droit professionnel, que sont les notaires, les huissiers, les avocats, est-ce que on peut sentir qu'ils ont conscience de l'intérêt de ces outils de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut le sentir, monsieur? Bon, je vais peut-être recommander que nous n'utilisons pas toutes les expressions ensemble. Parce que peut-être au Togo, l'intelligence artificielle est encore... Non, je veux dire voilà, le numérique. peut-être le numérique. Je veux dire le numérique. Bien, je vais vous répondre une réponse directe oui. La réponse directe, elle est oui. Et pourquoi? Aujourd'hui, je prends le cas, je vais peut-être prier pour ma chapelle. Je prends le cas du CFE. Aujourd'hui, vous avez jusqu'à 70 à 75% des demandes qui ne peuvent être faites qu'en ligne. Et la plus grande partie des demandes sont généralement apportées au CFE par des notaires. Et si les demandes ne peuvent passer que par une demande en ligne, le notaire est bien obligé de mettre en place dans son cabinet une disposition ou des dispositifs pour pouvoir faire des demandes en ligne. Alors, est-ce qu'il faut encore se poser des questions sur la place du numérique dans ces activités? Je crois que non. Aujourd'hui également, les déclarations fiscales sont faites à l'OTR, forcément au travers du numérique. C'est pareil pour les déclarations sociales, comme il avait souligné. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il serait très très mal vu de penser que nous pouvons mener des activités sur le plan juridique en mettant de côté le numérique. La preuve aujourd'hui, comme le disait l'ami Hervé, vous avez des contrats qui sont faits, en tout cas les contrats numériques. Vous avez des contrats qui sont faits de façon digitale. Comment vous gérez ces contrats si vous n'avez pas de dispositif en place pour pouvoir les traiter dans votre cabinet? Donc aujourd'hui, même si ce n'est pas encore fait, ils n'auront plus le choix. Avec le temps, le numérique s'impose à tous les professionnels de justice. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Je dirais que des colloques se multiplient. Des expériences sont réalisées un peu partout sur l'impact du numérique sur la pratique professionnelle des juristes. Et je dirais que, que l'impact est certain. Quelle est donc la nouveauté que va apporter la nuit des droits au climat des affaires? Est-ce que vous avez des approches d'idées? Ouais. Alors, tout de suite, quand nous étions à l'étape de rédaction même du projet, il a été question de savoir est-ce qu'il faut le faire sous colloque, est-ce qu'il faut le faire sous une réflexion universitaire. L'objectif a été non.
En fait, nous voulons permettre aux citoyens lambda de savoir qu'est-ce que c'est que le droit. Dans le colloque, vous aurez des universitaires qui viendront vous parler du droit comme ça se fait dans les facultés. Et il faut être un habitué de la question pour comprendre. Mais la nuit du droit se propose d'apporter le droit aux profanes, d'apporter le droit à, comme vous avez donné l'exemple au début, à madame la vendeuse de tomates qui veut savoir ce que le droit peut lui apporter. Ou comme il a dit, à l'étudiant qui peut-être est un étudiant en chimie, mais qui veut savoir en quoi est-ce que le droit peut lui être utile. Ou peut-être le vulganisateur qui veut savoir qu'est-ce que le droit lui impose de faire ou lui interdit de faire. Donc le premier objectif de la nuit du droit, c'est d'apporter le droit aux citoyens. Maintenant, un peu plus tard, l'objectif est, à la différence des séminaires de rentrée solennelle que les ordres professionnels organisent, nous voulons pouvoir organiser un melting pot de tous les professionnels, quelle que soit la corporation dans laquelle ils sont. Parce que oui, vous verrez des avocats organiser leur forum à eux, les notaires organiser leur forum à eux, les enseignants-chercheurs organiser leur colloque, mais il n'y a pas en fait d'événement qui rassemble tous ces acteurs-là qui ont en commun le droit et la pratique de la loi. Donc ce serait pour eux l'occasion de se rencontrer, de discuter des réalités du droit et pourquoi pas inviter les hommes d'affaires qui sont les tout premiers à être touchés par les questions de droit. Donc c'est un peu ce mélange-là que nous nous proposons d'offrir afin que chacun puisse retrouver quelque chose d'intéressant, de positif par rapport au droit. Monsieur Abu, quels sont les résultats attendus par votre projet? Alors, les résultats attendus, moi j'aimerais déjà à la sortie de cette première édition que les participants nous disent, nous demandent avez-vous déjà défini la date pour la deuxième édition. D'abord, nous voulons justement apporter cette information, créer un cadre, c'est-à-dire que pas seulement ce jour-là, mais même au lendemain ou les jours qui suivront jusqu'à la deuxième édition, qu'il y ait cette énergie-là, cette volonté-là de tous de partager l'information juridique. Moi, je discutais avec un directeur juridique de la place. Il me dit, Monsieur Ahu, vous savez, j'ai bien envie de partager ma culture, mais vous savez, on n'a pas de ces événements-là pour les faire. Et souvent, il écrit. Mais je pense, bon, l'écrit, c'est une manière aussi de s'éterniser. Mais je pense aussi que nous sortons pratiquement de ce cadre qui est très formel. Nous allons vers une pratique assez décontractée. Donc, tout le monde peut aussi prendre l'initiative et suivre le pas, c'est-à-dire partager l'information juridique au moins des tables rondes, au moins des discussions, etc. etc. Maintenant, l'autre résultat aussi attendu, c'est que ça, c'est une doléance auprès des professionnels qui seront là, de voir les étudiants qui seront là, d'être assez courtois avec eux et pourquoi pas leur trouver des opportunités, que ce soit des stages, que ce soit des contrats à durée déterminée ou durée indéterminée. Ça sera une satisfaction pour nous qu'un étudiant dise que c'est parce que je suis venu à la nuit du droit, j'ai pu obtenir mon stage auprès du cabinet tant, auprès du cabinet tant, auprès du cabinet tant. Donc ça sera un des plus gros résultats pour nous, je pense qu'on concentre tous sur cette idée. Monsieur Eric. Je vais pas aller à contresens. Vous savez, et aujourd'hui, il est important en fait de réunir tout le monde autour d'une table et discuter d'un sujet qui ne laisse personne indifférent. Et c'est de ce constat-là qu'est parti ou bien qu'a vu le jour le projet La Nuit du Droit. Donc, et les résultats, en fait, comme l'a dit mon cher ami Hervé, c'est d'apporter quelque chose. D'abord, d'apporter quelque chose à nos jeunes frères, si je peux le dire, si je peux me permettre de le dire, et à toutes ces personnes qui désirent aller à la connaissance, connaître de plus le droit. Aujourd'hui, je vais faire une parenthèse, nous avions été vraiment surpris par une dame en fait qui a commandé un pass. Mais cette personne en fait c'est une informaticienne. Elle nous a dit que c'est juste par curiosité en fait
qu'elle veut participer à l'événement. Voilà, en fait, ce sont ces défis-là, en fait, que nous voulons relever, en fait, démystifier le droit, transmettre la culture juridique et aussi permettre à toute personne d'avoir des opportunités et par le truchement du réseautage qui sera mis en place. L'objectif, c'est de venir à la nuit du droit, de repartir avec quelque chose de positif, repartir avec peut-être un agenda bien fourni. Et aujourd'hui, moi je me permets de le dire, les diplômes, oui, mais les contacts, c'est très important. Donc c'est ce que en fait nous voulons prôner de par le projet. Notre émission tire à sa fin. Quel est votre mot de fin? Alors je dirais tout d'abord merci pour l'invitation. Je vais aussi de ce par ricochet remercier tous les auditeurs qui nous suivent de près ou de loin. Et je vais lancer en fait un appel à toute personne intéressée par la nuit du droit de ne même pas hésiter, d'autant plus que à la fin je pense que tout le monde sortira enrichi d'informations et aussi de culture et de contact, si je peux me permettre de le dire. Donc rendez-vous le 18 novembre à partir de 17h à l'hôtel Sarakawa et pour ensemble démystifier le droit. Donc merci encore une fois, madame. Monsieur Gideon. Alors très rapidement, je voulais rappeler le nom de l'événement à nos auditeurs, c'est la nuit du droit et non la nuit des juristes. C'est très important dans la mesure où nous sommes tous intéressés par le droit. Donc tout le monde peut venir, nous attendons tout le monde, pas que des juristes, mais toute personne qui de près ou de loin est touchée par le droit, toutes les personnes qui même ne savent rien du droit sont tous invités afin de découvrir concrètement ce qui se fait dans le droit et ce qu'ils ont à gagner. Donc nous les attendons. Monsieur Aoui. Oui, madame, permettez que nous, en tout cas au nom de l'équipe, parce que nous ne sommes pas que 3, il y a une formidable équipe derrière tout ça. Et une pensée particulière à eux parce que le chemin n'a pas été facile. Et en même temps vous dire aussi merci à Metropolis. Ça montre une fois de plus votre engagement pour la question et aussi pour tout ce qui est entrepreneuriat, en tout cas au moins de cette émission qui est Agora. Donc je ne dirais pas, je ne veux pas feindre, en tout cas, je vais faire comme les autres. En tout cas, inviter tout le monde à venir massivement. C'est une activité, une initiative par nous, mais pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Venez et puis cultivons ensemble l'information juridique. Merci. Eh bien, chers auditeurs, nous voilà arrivés à la fin de cette émission, cette émission, de cette table ronde, de ce débat qui tourne autour de la nuit du droit. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. Au revoir et à très bientôt. L'Agora des entrepreneurs. Yellow can no see Jata Reggae I'm on my music Nama dongu nusona wajila nyama yellow Fisi macho mado mayina nyama yellow We botanya chonya devi makava sede hegbehe Tamado dosi na wada nunye ava emme Nyama hano nyama chijiyo Makojijo nyama bijiyo Nusia nyama hiya nyehowa awena mlo Nyama hano nyama chijiyo Makojijo nyama bijiyo Nusia nyama chi Yehowa awena mlo Nyama umadagbalo
dakpelo akpana o si wona wota mi dakpelo nyama wu ma dakpelo akpana o nyama akpana akpelo si wona wota mi dakpelo madu akaja na nyama wu bobo na nyama wu madu ageshe na nyama wu alele madu akaja na nyama wu bobo na nyama wu baba shiko na nyama wu alele yo ya nyetonye luka ye atingona na futo wo havadenu nye yo ye awabana awo nyama wu ya lolo nyama wu ya kakalo nande kama gbawo wone yo mata bikoko apashi sasa ya lejinye